Bienvenue dans Parlons de votre mental. Avant de plonger dans l'épisode du jour, une question. Avez-vous vraiment exploré tout votre potentiel ? Si vous cherchez à vous inspirer, à vous motiver ou à comprendre comment développer un mental plus fort, découvrez le livre Parlons de votre mental, des interviews inspirantes pour se dépasser. Ce livre réunit les moments les plus marquants et des stratégies mentales issues de plus de 200 épisodes du podcast pour booster votre mindset. Vous y retrouverez des personnalités comme Jimmy Vienno, Valérie Marie ou Jean-Christophe Seznec qui partagent leurs clés pour surmonter les obstacles et atteindre l'excellence. Un ouvrage inspirant, concret et accessible pour apprendre à mieux vous connaître et rendre l'impossible possible. Disponible dès maintenant sur parlonsdevotremental.fr, Amazon Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres, maintenant place à l'épisode du jour. Et à la fin, prenez 45 secondes chronomontre en main pour nous laisser un témoignage et des étoiles sur votre plateforme d'écoute pour aider à son référencement et sa découvrabilité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, je vais à la rencontre de Milena. Bonjour Milena. Bonjour. Alors, je viens à ta rencontre pour qu'on puisse parler de ton mental aujourd'hui. Je reprends un petit peu le chemin des interviews. Je m'étais arrêté un petit peu ces derniers temps là et c'est la troisième en tout cas que j'interviewe dans un laps de temps assez court. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter, parler un peu de ton parcours? Aujourd'hui, donc j'ai 28 ans et je suis sportive de haut niveau, donc en para-badminton. Donc niveau international, j'ai fait les Jeux paralympiques, je suis championne d'Europe. Mais j'ai eu un parcours assez divers et varié, puisque avant ça, j'étais chef d'exploitation agricole en saliculture. Donc je produisais du sel dans les marais salants de Guérande. Avant ça, j'étais musicienne professionnelle. Et quand j'étais petite, je faisais du tennis en compétition. J'étais en sport-études et je voulais devenir pro au tennis. Donc voilà, parcours un peu semé d'embûches qui m'a menée où je suis aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un peu là où j'aurais toujours voulu être. Bon, mais c'est super, hein, un parcours diversifié, des expériences sportives intéressantes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. De quoi tu es le plus fier avec le recul à ce jour, quand tu regardes un peu derrière? De toujours avoir alors cru en mes rêves, ça fait un peu bateau comme phrase, mais en fait de surtout avoir façonné ma vie comme j'en avais envie, parce que voilà, j'ai toujours cru en ce que je faisais, et puis quand ça a pas pu se faire, voilà, je suis partie dans d'autres projets auxquels je me suis tout autant dédiée à 200% et qui étaient toujours des choses que je voulais profondément faire. Même si peut-être parfois les gens autour de moi me disaient ah, c'est pas un vrai métier ou ce genre de choses. Et du coup, ouais, je suis vraiment fière d'avoir toujours resté un peu fidèle à ma ligne et à ce que j'ai toujours voulu faire, et d'avoir réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça a fonctionné, donc j'espère que ça fonctionnera le plus longtemps possible sur cette un peu philosophie de vie. Mais ouais, c'est vraiment ça. Donc, tu disais que tu avais commencé par le tennis qui est un sport individuel, alors même si on peut aussi jouer en double, hein, mais qui est un sport avec une dimension mentale qui est quand même très, pour moi, poussée à son extrême, parce qu'on est on est seul sur un terrain, on est, comment dire, face à un adversaire, les conditions climatiques peuvent changer à tout moment, enfin, voilà, il y a beaucoup d'aléas dans le tennis qui fait que c'est un sport où le mental a une part importante. Et justement, c'est pour ça, là, on va parler un peu de mental. Ce mot mental, on le retrouve un petit peu régulièrement. On en parle un peu plus positivement depuis qu'il y a eu les JO. Avant, c'était un peu plus, enfin, voilà, c'était un peu tabou, je trouve. En France, on en parlait, mais bon, on n'en parlait pas forcément toujours de manière positive et on mettait pas forcément en valeur les athlètes qui démontraient des forces et des qualités mentales dans leurs disciplines sportives respectives ou dans des métiers voilà, qu'on peut voir qui peuvent demander du mental, être chirurgien par exemple et opérer, je sais pas moi, des gens, ça peut être, Ouais. c'est mieux d'avoir du mental et de savoir garder son self-control pour, voilà, pour des opérations pointilleuses. Donc voilà, donc l'idée c'est
toi, le mot mental, qu'est-ce que tu y mets derrière aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu fais, toi aussi, pour te préparer mentalement? Et qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure de ton parcours aussi, hein? Voilà. Ouais, ben, pour moi, alors le mental, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très global et qui du coup est très, très complexe parce que ça, pour moi, voilà, ça concerne autant ce qui se passe vraiment sur le terrain pendant un match, mais ça englobe tout ce qui se passe sur une compétition en dehors du match et tout ce qui se passe dans la vie de l'athlète ou de la personne en dehors de ces périodes de compétition sur les terrains pendant l'entraînement, mais aussi dans l'environnement global en fait, dans la vie quotidienne, parce que clairement, si t'es pas bien dans ta vie quotidienne, t'auras beau avoir fait la meilleure prépa mentale du monde, tu seras pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir l'appliquer et performer mentalement sur le terrain. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce bien-être en fait vraiment global qui permet d'arriver à des performances vraiment de très haut niveau, pour le coup, quel que soit le domaine, mais voilà, qui va englober bien-être personnel, émotions, rituels, routines de performance, mantra, enfin voilà, après toutes les techniques dont on parlera peut-être plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très global et c'est pas juste, c'est 1 heure et demie sur le terrain entre le premier service et le dernier point. Non, ça c'est beaucoup trop réducteur parce qu'on parle d'une dimension beaucoup plus large pour moi. Oui, oui, bah, t'as raison, hein. Il y a quelques années, on disait que pour renforcer son mental, il suffisait juste de faire de la préparation physique. Donc, que ça venait, bah, du coup, voilà, donc, que ça venait en tout cas à muscler votre physique et vous musclerez votre mental. Bon, après, il peut y avoir forcément des effets bénéfiques quand on se sent bien physiquement sur les aspects mentaux, mais ça suffit pas de tout ce qu'on peut travailler aussi à côté au-delà de la préparation physique. Et donc, il y a quand même beaucoup de déterminants de la performance d'un point de vue psychologique qui peuvent être bah, utiles à travailler pour les athlètes, mais pour les artistes et puis pour tout le monde en fin de compte, par rapport à des événements qu'on a à préparer. Tu me disais qu'on allait revenir sur les outils. Ben oui, on va revenir sur les tiens en fait. Qu'est-ce que tu mets en place pour toi? Qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu as testé et qui n'a pas forcément marché aussi? Ça peut être intéressant de montrer que bah, aujourd'hui, chacun ses outils, chacun son parcours. Il faut tester. C'est un peu du test and learn pour savoir qu'est-ce qui marche pour soi, qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc, c'est une vraie. Pour moi, le mental, c'est un vrai parcours expérimentiel, ou Ouais. expérimental, je sais pas comment on dit, mais où chacun est un peu dans une quête de trouver ce qui fonctionne pour lui, en fait. C'est ça. Ben, pour le coup, alors quand j'étais jeune joueuse de tennis, j'avais un mental immonde. Enfin, vraiment, je pouvais jeter ma raquette parce que je perdais le premier point du match, quoi. Vraiment, c'était horrible. C'était vraiment mon gros point faible. Puis à cette époque, il y avait évidemment pas du tout d'accompagnement là-dessus, surtout pour les jeunes joueurs. Donc, je pars vraiment de très très loin. Vraiment, j'étais tout ce qui est le plus horrible sur un terrain de tennis, j'étais ça. Aujourd'hui, le mental, c'est mon point fort en tant que parabadiste de haut niveau. Littéralement, c'est vraiment là-dessus que je peux miser. Je suis une des joueuses qui a le plus gros mental du circuit. Donc, comme quoi, déjà, c'est accessible à tout le monde. Et même si on se dit, ouais, c'est trop dur ou quoi, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que c'est accessible à tous. Moi, ce qui a vraiment tout changé là-dedans, alors c'est très spécifique, hein, c'est au moment où j'ai eu mon diagnostic d'autisme, en fait, parce que du coup, bah, moi, je suis autiste, sauf que j'ai été diagnostiquée très tard, donc à la fin de l'adolescence. Et du coup, en fait, le fait d'avoir ce diagnostic, alors ça a pas juste été un déclic en soi. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai pu avoir une vie quotidienne qui correspond à mes besoins et à mes limites, puisque vu qu'il y avait, voilà, ce diagnostic, on disait plus, en gros, «Fais un effort», je prenais plus sur moi, j'avais plus ce masking, constant. Donc en fait, j'ai pu avoir une vie quotidienne qui correspond à mes besoins et à mes limites, et du coup, fatalement, bah, j'étais tout naturellement beaucoup plus zen sur un terrain.
Parce qu'avant, en fait, la seule fenêtre que j'avais pour, libérer ces émotions qui étaient en trop et toute cette lourdeur du quotidien et cetera, bah, c'était sur un terrain de tennis. Donc en fait, dès qu'il y avait le moindre petit accroc sur le terrain, bah, ça explosait parce que de toute façon, les émotions, faut qu'elles sortent à un moment quand il y en a trop. Donc déjà, voilà, ce diagnostic a changé beaucoup de choses parce que ma vie a pu vraiment changer derrière. Et du coup, étant plus zen dans ma vie, j'ai pu être naturellement plus zen sur un terrain. Donc ça, c'est vraiment le premier gros facteur qui est pour moi important. C'est vraiment la vie quotidienne. Moi, je le vois encore aujourd'hui. J'ai aujourd'hui, voilà, comme on disait, un très gros mental. Maintenant, quand j'ai des périodes de moins bien, personnellement au niveau de la santé mentale, et ben, sur le terrain, c'est plus compliqué. Sur le terrain, j'ai beaucoup de mal à ne pas m'agacer, j'ai beaucoup de mal à rester zen, et cetera. Donc pour moi, il y a vraiment, un lien entre ce qui se passe dans ma vie perso et ce qui en découle sur le terrain. Donc ça, première chose. Et puis, ben, la deuxième chose, donc comment j'ai un peu construit ce mental pour en arriver, où je suis aujourd'hui. Alors c'est peut-être un peu particulier parce que pour le coup, je n'ai jamais eu de préparateur mental. C'est bon, encore une fois, hein, peut-être que si j'avais été athlète à une autre époque, ça aurait été différent, mais en fait, j'ai eu un déclic un jour sur un terrain de tennis et je me suis dit, bon, faudrait quand même que ça change et que j'arrive à faire mieux parce que c'était même très compliqué à vivre pour moi, hein, de perdre ces matchs à cause du mental. Franchement, bah, ça fait chier, quoi. Et en fait, j'ai commencé tout simplement en fait, à noter des citations inspirantes, que je voyais passer sur internet, par-ci par-là et en fait, tout ce qui me parlait, je le notais, sur un fichier Word que j'ai toujours. Et puis, en fait, voilà, au fur et à mesure, j'ai ajouté, pas que des choses qui concernent le sport, mais vraiment n'importe quoi, qui me parlait, à tout niveau, que ce soit, au niveau, je sais pas, historique, philosophique, sportif, culturel et cetera. Et puis, bah, voilà, je relisais, ces citations et puis j'en gardais quelques-unes avant mes matchs, sur un peu l'aspect, combativité et cetera, que je me répétais. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mon parcours, sur ma propre, prépa mentale. Puis, bah, petite anecdote, en fait, j'ai été bien aidée par, donc, ben, Jérémy Janot, donc, ancien gardien de but de l'AS Saint-Étienne qui, à l'époque sur Twitter, il postait des citations. Parce que lui, c'est un joueur qui a un mental pour le coup, vraiment, vraiment énorme et puis à cette époque sur Twitter, il postait des citations et du coup, j'avais un peu cette petite, ressource de citations, tous les jours, toutes les semaines. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, mon parcours mental. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé, voilà, de plus en plus de petits trucs. Alors notamment quand j'ai changé de sport et puis, que je suis passée du tennis, au badminton, c'est vrai que, j'ai mis en place des choses comme, pour toujours être dans le positif, parce qu'on sait que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. À chaque fois que je perds un point, il y a en gros, il y a 2 choses. Soit c'est moi qui ai fait une faute, soit c'est l'adversaire qui a bien joué le point et qui a gagné le point. Donc quand c'est moi qui fais une faute, je le tourne en dérision et en fait, je me moque de moi-même. Donc du coup, je rigole en fait et ben, littéralement, ça apporte une émotion positive parce que voilà, le rire est positif et si c'est l'adversaire qui a marqué le point, systématiquement, je dis: «Bien joué» et j'applaudis. Genre, et en fait, ça me permet de tout de suite, en fait, rester dans le positif et de passer à la suite. Et ça, ben, voilà, ça, c'est des petites choses qui fonctionnent, très bien pour moi parce que du coup, je laisse jamais d'émotions négatives, arriver. Du coup, je m'agace pas, je reconnais quand c'est, l'adversaire qui a bien joué et cetera. Et du coup, voilà, je laisse, jamais, le négatif prendre ne serait-ce qu'un tout petit pas. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de rester toujours calme sur le terrain, parce que, bah, je sais pas si la comparaison, elle est peut-être un peu maladroite et je veux vraiment offenser personne, mais je me considère un peu comme, par exemple, une personne qui est accro à la drogue. Heu, Si elle veut ne plus du tout, voilà, ne plus du tout être addict, il faut que plus jamais elle prenne la moindre drogue. Sinon, au moindre truc, elle va replonger. Bah, moi, c'est un peu pareil, j'ai eu tellement, de
d'énervement sur un terrain, etc., que ça reste quand même une partie qui est là, dans moi, dans mon cerveau. Et en fait, si je laisse le moindre énervement sortir, je replonge. Et là, mon match, il peut être foutu parce que j'arrive pas à reprendre le dessus derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne plus jamais m'énerver parce que au moindre agacement qui arrive et que je ressens, c'est fini. Donc, voilà, l'idée globale, c'est un peu ça. Je comprends. Bah, en tout cas, c'est comment dire, un beau partage là, que tu nous fais sur les choses que tu as pu mettre en place et qui fonctionnent pour toi. Alors, c'est vrai que les citations, il y a beaucoup d'athlètes qui les utilisent, hein. C'est des sortes de mantras positifs qui permettent de rester concentré et souvent dans une attitude positive. Ça évite de se disperser, de penser à des choses qui pourraient nous énerver. Donc ça permet aussi de maintenir une certaine concentration. Et, euh, et donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, bah, ses outils. Chacun a soi comment dire, de les chercher, de les trouver, de les expérimenter pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, tout simplement. En tout cas, c'était intéressant parce que finalement, tu interviens grâce à tes outils aussi pour avoir une meilleure gestion du droit entre guillemets, du droit à l'erreur. Parce en compétition, ben, l'adversaire, il peut bien jouer, mais t'es pas à l'abri de faire une erreur aussi. Je veux dire, on est, Ouais, on est, rien n'est parfait dans le sport de compète, quoi. Donc, notamment dans les sports de raquette aussi, je veux dire, l'objectif de l'adversaire, c'est aussi de faire déjouer l'autre. Souvent, on oublie ça, en fait, là, que ouais, l'adversaire est là aussi pour détruire le jeu de l'autre en lui proposant des choses qu'il n'aime pas. Donc, forcément, ça c'est crée ça. des erreurs, ça crée de la frustration, ça peut créer de l'agacement selon les styles de joueurs ou de joueuses qu'on peut rencontrer, parce qu'ils vont mettre en place une stratégie qui finalement va pas nous permettre de bien jouer. Et souvent dans le sport, ce qu'on aime, c'est se faire plaisir, bien Ouais, jouer, faire des beaux coups. Et quand on tombe sur des adversaires qui justement ne jouent pas forcément si bien, mais sont capables de nous trouver nos failles et nous faire enrager parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, c'est ceux-là qui sont souvent les plus difficiles on va dire, à jouer. Mais dans la vie, c'est la même chose. On rencontre aussi des gens qui nous énervent. c'est vrai. On sait pas pourquoi. Et il faut arriver en tout cas, à trouver on va dire, son self-control et des solutions pour pouvoir essayer comment dire, de gagner si c'est une compète ou essayer voilà, d'avancer face à comment dire, à ces gens-là qui peuvent en tout cas nous générer de l'agacement, mais des fois on sait même pas pourquoi. Tu parlais d'autisme tout à l'heure, donc est-ce que tu pourrais repréciser à nos auditeurs c'est quoi l'autisme en fait et c'est important parce que je pense que les gens ils peuvent se faire des images ou en tout cas des choses de ce qu'ils lisent, mais si tu devais le définir toi dans ta vie au quotidien, c'est quoi être autiste? Ouais, alors en fait, déjà l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc pour faire simple, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. Enfin, vraiment, c'est le cerveau qui est fait comme ça. On est avec, on meurt avec. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper, c'est pas quelque chose dont on peut guérir. Donc ça, déjà, c'est quand même très important de l'avoir à l'esprit parce qu'il y a pas mal d'idées reçues autour de ce sujet. Et en fait, du coup, faut essayer de s'imaginer que c'est le cerveau qui fonctionne différemment et qui va donner voilà des fonctionnements différents qui peuvent amener des difficultés dans certains cas. Donc la plus grosse difficulté, ça va être au niveau des interactions sociales, de la communication. Donc je schématise, hein, mais c'est tout ce qui va être se faire des amis, s'intégrer à un groupe, participer à une conversation, voilà tout ce qui a trait au social. Et il y a donc du coup une autre partie qui vont être les intérêts spécifiques et les comportements restreints. Donc ça va être un besoin de routine. Ça peut être un peu des stéréotypies comme voilà se balancer, tourner ses mains. On va avoir comme des grandes de
passion, donc n'importe qui a des passions, hein, ça c'est voilà, c'est comme tout le monde, sauf que nous, ça va vraiment, prendre une grosse part, sur notre quotidien et un peu on va tourner en boucle autour, de ces choses. Alors ça peut avoir, aussi un aspect, positif dans certains cas. Faut avoir à l'esprit, hein, c'est pas toujours le cas. Je dis pas que l'autisme c'est cool, hein, c'est avant tout un handicap qui est quand même, voilà, qui est quand même, important. Mais voilà, on va pouvoir se concentrer à 200% sur des choses, sur des passions et évoluer, assez vite, dedans. Hem, mais à côté de ça, voilà, va y avoir beaucoup de difficultés, de fatigue en fait qui est liée parce que tout ce qui est, tout ce qui toute la vie en fait humaine, elle est quand même liée au social, aux interactions, et cetera. Donc tout ça, pour nous, ça va être extrêmement fatigant. On est aussi très souvent, assailli par, le bruit, la lumière, le contact physique et cetera. Donc ça, c'est pareil, c'est assez fatigant à gérer. Il y a des difficultés à passer d'une tâche à l'autre et cetera. Donc voilà, faut avoir à l'esprit que c'est un handicap qui amène surtout, beaucoup de fatigue parce qu'on doit beaucoup compenser et puis surtout, c'est un spectre. Chaque autiste, en fait, va avoir un autisme différent. Donc c'est pas parce que vous rencontrez une personne autiste que, la 2e que vous rencontrez, sera exactement pareille. Voilà, quand on dit, on rencontre une personne autiste, on rencontre une personne autiste, parce qu'en fait, il y a autant, d'autisme que de personnes autistes, dans le monde. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as dû travailler pour t'affranchir un peu sur le regard des autres par rapport à l'autisme? Parce que euh, je sais pas quoi. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, moi, ça change pas grand-chose, tu vois. Je veux dire, chaque individu est un individu avec des problématiques qui peuvent être différentes d'un individu à un autre, mais peut-être que tu as pu rencontrer des difficultés, je sais pas, dans ta scolarité ou dans le sport aussi. Est-ce que tu as dû travailler sur ça pour pouvoir aller de l'avant? Alors en fait, c'est vrai que alors étant ado, j'étais pas diagnostiquée, donc en fait, j'avais tous les problèmes liés à l'autisme, plus, le fait de ne pas savoir. Donc en fait, t'es la fille bizarre et puis juste, tu peux même pas expliquer aux gens: «Bah, je suis autiste, donc c'est pour ça, je fais ça parce que j'ai ça» et cetera. Donc là, c'est clairement la double peine parce que, déjà toi-même, tu sais pas tu sais pas, voilà, t'as pas d'explication, à ça, donc tu te trouves juste, bizarre. Il y a eu du harcèlement, au collège, lié à ça. Après, donc c'est vrai que voilà, quand tu es ado, il y a quand même une difficulté, là-dessus. Après, une fois que j'ai eu le diagnostic et puis du coup, une fois que j'étais adulte, c'est vrai que le regard des autres, j'essaye de un peu, m'en fiche parce que le regard, en fait, j'ai déjà tellement de choses à gérer que, que si je m'arrête au regard que portent les gens, je suis pas sortie de l'auberge, on va dire. Donc c'est vrai que je perds pas d'énergie là-dessus. Par contre, ce que j'ai mis en place, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un quotidien qui respecte mes besoins et mes limites pour avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour mes projets. Parce que, moi je dis souvent, aujourd'hui je fais du para-badminton parce que j'ai un handicap moteur, mais ce qui m'handicape le plus dans ma carrière de haut niveau, c'est mon autisme. Donc en fait, j'ai vraiment mis en place tout ce qu'il faut pour, ben, avoir le plus d'énergie sur le terrain, en compétition et à l'entraînement, pour gérer au mieux avec mon autisme et voilà, l'idée c'est pas de faire un travail, sur soi pour, accepter le regard des autres blablabla. Non, l'idée c'est vraiment de mettre en place des choses concrètes pour que ma vie soit plus simple pour moi et vraiment les autres, j'en ai rien à faire. Je sais très bien que voilà, parfois ça parle à l'entraînement, ouais, c'est chiant quand il y a Milena, on peut pas mettre de musique dans le gymnase. Bah ouais, c'est comme ça, écoute, moi je peux pas m'entraîner s'il y a de la musique. Je sais que ça parle dans mon dos, à ce sujet, par exemple. Et c'est comme ça en fait. Juste si tu passais 24 heures dans ma peau, t'aurais un discours qui serait différent. Donc, les gens qui veulent pas faire l'effort d'essayer de comprendre, moi je vais pas dépenser de l'énergie pour qu'ils comprennent. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça que que j'essaie d'avancer, quoi. Ouais, puis c'est une manière de te protéger aussi, non? C'est ça, totalement. Si je commence
à me dire: «Oh là là, il m'aime pas, il me déteste parce qu'on peut pas mettre de musique et puis ci et puis ça». Bah, en fait, tu finis pas et puis tu te sens nul et là, clairement, tu peux aller, vraiment dans des pensées, qui sont ouais, bah, voilà, qui affectent ta santé mentale et on sait tous que la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique, quoi. Ouais, et puis bon, voilà. Après, le badminton, tu restes dans un sport individuel quand même. Après, on peut jouer à deux aussi, comme au tennis, sûrement. Je connais un peu le badminton, mais c'est pas forcément ma spécialité. Euh, ok. Dans ce genre de discipline sportive, et puis même dans tout ton parcours, comment tu as appris à ce qu'on peut appeler la pression? Donc, comment tu as appris à gérer la pression? Quelles sont les ressources psychologiques que tu as mises en place pour pouvoir mieux la gérer? Parce que la pression, de toute façon, souvent, on se la met soi-même, hein, déjà de base. Ouais, Et on ben, la il n'y en a pas parfois. Donc, c'est vrai euh, que je, j'ai pas l'impression d'avoir eu énormément à travailler ça. Alors, soit c'est parce que c'est un des leviers sur lequel j'ai encore des progrès à faire, mais qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'accompagne et c'est pas le cas aujourd'hui. Hem, Soit c'est parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. C'est vrai que moi, quand j'arrive sur une compétition, je suis surexcitée, j'ai trop hâte de jouer. Vraiment, j'aime la compète plus que tout. Vraiment, j'ai littéralement des papillons dans le ventre. Souvent, les gens ils disent, «Ah ouais, bah, quand on est amoureux, on a les papillons dans le ventre et tout». Moi, j'ai les papillons dans le ventre avant chaque match, avant chaque compète. J'ai juste trop hâte d'être sur le terrain et c'est vrai que du coup, ben, la pression, il y en a peut-être, un peu voilà, quand on est en chambre d'appel, c'est-à-dire qu'au BAD, en fait, avant d'entrer sur le terrain, on est dans une petite pièce, en attendant qu'un terrain se libère. C'est vrai que à ce moment-là, il peut y avoir, un peu la pression qui monte parce qu'on sait tous, bah, c'est comme avant de monter sur scène, le trac, on l'a avant et puis une fois qu'on est sur scène, il y en a plus. Donc c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a un petit peu de pression. Hem donc du coup, c'est vrai qu'en chambre d'appel, c'est là où je vais mettre en place des petites routines de performance. Souvent en fait, donc déjà j'écoute de la musique, souvent le même morceau et puis en fait, je visualise la tactique. Vraiment, je me remémore qu'est-ce que je dois faire contre cette joueuse, comme on disait tout à l'heure, pour la mettre en difficulté. Donc vraiment, je visualise la tactique, ce qui me permet de me concentrer là-dessus et du coup de pas forcément, penser au reste et de laisser la pression gagner du terrain. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que je suis sur le terrain, je suis tellement contente de jouer, que déjà je ressens pas forcément la pression et puis, alors ça peut arriver, d'être en difficulté, d'être dos au mur comme on dit, voilà, d'avoir à sauver, un volant de set, ou un volant de match ou plusieurs. J'ai souvent été dans ces situations. J'arrive très, très bien à gérer ça et j'avoue que je peux pas trop l'expliquer. Je pense que c'est peut-être lié à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être toujours zen, sur le terrain, de garder vraiment ses émotions assez neutres ou positives, pour, voilà, pas se laisser, dominer par de la négativité ou par de la pression. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas énormément de tips là-dessus. J'ai l'impression, que c'est assez naturel pour moi de faire face à ces, moments un peu cruciaux. Après, c'est vrai que j'avais entendu, c'était Félix Lebrun ou Alexis, je sais plus, qui disait, en fait, si tu es très sûr de ta technique, en fait, il y a pas de place pour la pression parce que si tu sais que tu vas bien jouer, en fait, il y a pas besoin du mental. Alors moi, ça m'avait un peu, enfin, je suis qui pour juger les frères Lebrun, hein, mais j'avais trouvé ça un peu ouais. limitant de leur part de dire: «On bosse pas le mental parce qu'on est tellement fort, vraiment, sur notre geste qu'on va pas trembler» et en fait, je trouve que d'une part, c'est un bon positionnement parce qu'effectivement, si tu sais que ta main, elle va pas trembler, globalement, tu vas pas perdre le point important. Mais d'autre part, je pense qu'il faut quand même pas négliger l'aspect mental parce qu'on les a déjà vus un peu péter des câbles en fin de match et se blesser parce qu'ils ont perdu. Donc je pense qu'il faut quand même, ne pas négliger effectivement, cet aspect mental parce que même si la technique, elle permet vraiment de te sauver et peut-être dans des moments assez cruciaux effectivement quand tu dois sauver un volant de match, une balle de match, il faut pas trembler de la main. C'est souvent,
Souvent dans ces moments-là, on a le petit bras et tout, donc effectivement la remarque des frères Lebrun sur le sujet, là, elle s'applique à ce moment-là. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il faut quand même faire un travail de fond, je pense, effectivement sur ce mental et cette pression. Donc je pense que c'est, voilà, c'est un peu un mélange des 2 et c'est vrai que jusque-là, je me suis pas énormément posé la question de gérer cette pression parce que j'ai pas l'impression de la subir, en fait. Donc voilà. Ouais, mais après, donc, en analysant un peu ton discours, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, tu as déjà travaillé sur le fait d'avoir toujours un état d'esprit positif avec donc du coup des mantras positifs. Tu es dans tu disais une excitation, les papillons dans le ventre, donc dans quelque chose qui est de l'activation positive pour aller faire tes matchs. Et c'est quelque chose qui te tarde, donc forcément tu le gères pas de la même manière que quelqu'un qui pourrait avoir peur d'y aller, par exemple. Et, et tu nous expliques aussi te concentrer sur ta stratégie, c'est-à-dire les moyens que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir gagner. Donc au final, tout ça amène à une grande lucidité, euh, pas de place à l'énervement, juste à mettre en place les choses, ce qui te permet ben, forcément ben, de bien jouer les points importants à des moments parce qu'au final, tu arrives à gérer tout ça, quoi. Donc aujourd'hui, bah, de toute façon, là, la performance, tout est lié, hein. C'est une systémie, hein. Il faut de la technique, il faut une bonne stratégie, il faut des déterminants psychologiques préparés, il faut une bonne préparation physique. Voilà, c'est tout ça, c'est toute cette systémie qu'il y a autour de la performance du sportif qui est importante à analyser pour chaque discipline sportive parce elle peut être un peu différente d'une discipline sportive à une autre en fonction de, voilà, des qualités à avoir pour le sport qu'on pratique. Mais voilà, en fait, tu as mis en place des choses qui te permettent d'être lucide et voilà, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets, de kiffer, d'aller faire des matchs et voilà, Ouais. de prendre du plaisir. Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est ça. Quand on associe ça, plus le plaisir, bah, ça crée beaucoup de motivation en tout cas dans son activité sportive, hein, qu'elle soit à haut niveau, à un niveau moindre, Ouais, et quel que soit l'âge, quoi. tout à fait. Donc c'est chouette. Écoute, on arrive vers la fin de l'épisode, hein, du podcast. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi, Milena. Est-ce que j'ai pour habitude que voilà, mon invité laisse un petit message euh, philosophique de fin sur quelque chose qui te tient à cœur de partager avec eux et voilà, qui pourra marquer peut-être un tournant, quelque chose auquel ils n'auraient pas pensé eux-mêmes et qui pourra les faire réfléchir. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais leur dire? Et même, comme tu es une fanat comment dire, des mantras et des citations inspirantes, est-ce que tu en as une pour clôturer l'épisode? Et ben c'est vrai que j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais vraiment croire en ses projets et croire qu'on peut le faire, c'est super important parce que voilà, c'est pas parce qu'à un instant T, t'es comme ci ou comme ça. Moi vraiment, toutes les personnes qui me connaissent du tennis, donc quand j'avais entre 8 et 16 ans, voilà, ils me voient comme la petite boule de nerfs. On m'appelait Miss Boudin sur le terrain, c'était mon surnom quoi, parce que vraiment j'étais horrible. Aujourd'hui, quand en interview, je dis bah voilà, le mental c'est mon point fort et tout, les personnes qui me connaissent du tennis, ils peuvent pas le croire en fait. Vraiment pour eux c'est impossible. Et en fait, voilà, c'est pas parce que à 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as un point faible que ça veut dire qu'il te suivra toute ta vie. Vraiment, tout est travaillable. Tout est possible quand on y croit et quand on a l'envie. Donc, ben déjà faire quelque chose qu'on aime, c'est le plus important parce qu'évidemment, on peut pas travailler suffisamment et correctement et avoir assez de rigueur pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, essayez de construire une vie que vous aimez, même si ça paraît bateau, c'est quand même très important. Et puis, du coup, ça permet derrière d'aller loin et de faire des grandes choses. Mais par grandes choses, je dis pas que tout le monde doit être sportif de haut niveau. En fait, faire des grandes choses, pour moi, c'est réussir à faire ce qu'on aime et avoir du coup une vie qu'on aime, hein, tout simplement. Et puis, ben, en tant que mantra, ben, c'est celui qui m'a un peu accompagné tout du long. Et puis, bah, je vais lui piquer. C'est la phrase de Jérémy Janot. C'est souvent touché, jamais coulé.
Ok, bah écoute, le- on le taguera sur cet épisode, Jérémy Janot. Je sais pas s'il a encore des comptes et des réseaux sociaux. Ouais, il a Insta, yes. Bon, bah voilà. T'as peut-être eu l'occasion d'échanger avec lui, peut-être que je t'ai pas posé la question. Alors Peut-être. en fait, j'échange beaucoup avec lui. C'est vrai qu'en fait, depuis que je suis devenue, en fait, faut savoir que voilà, mon rêve dans la vie, c'est de rencontrer Jérémy Janot. Et ça s'est jamais fait parce qu'il y a toujours eu au dernier moment. Enfin, bref, et ça a toujours été vraiment, surtout étant plus petite, c'était quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup pleuré à ce sujet parce qu'à chaque fois que je devais le rencontrer, et puis tu sais, faire la photo avec lui, à chaque fois ça se faisait pas. Et puis ben c'est vrai que voilà, bah j'ai évolué. Maintenant, je suis sportive de haut niveau et puis ben, en fait, alors on n'est pas amis, hein, mais en fait, ben, voilà, il m'a envoyé des messages avant les Jeux pour m'encourager, pour me féliciter, quand je fais des titres, il me félicite et tout. Donc c'est vrai que, voilà, on échange de temps en temps et en fait, c'est assez marrant de se dire que, ben, moi, c'est mon idole et vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et lui aujourd'hui, ben, c'est un peu pareil, il m'a souvent dit: «Bah, ton parcours, il m'inspire, énormément, et cetera» et du coup, je trouve ça assez fou, en fait, en tant que bah, quand je me revois étant jeune et puis être, subjuguée par ses arrêts et tout et puis aujourd'hui, je vois que je parle avec lui, ouais, je trouve ça assez incroyable, mais je l'ai toujours pas rencontré donc un jour peut-être, mais Super, ouais. bah, on lui lance un appel, hein, un appel à l'action, hein, Ouais, Jérémy. ça va se faire, Écoute ça va cet se faire. épisode, bah, écoute, essaie de contacter Milena et prenez rendez-vous pour vous rencontrer. Vous aurez certainement beaucoup de choses à vous dire. Bah, merci beaucoup, Milena. Ne quitte pas et encore merci à toi pour cette belle interview. Bah, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Parlons de votre mental. Si cet épisode vous a inspiré, ne vous arrêtez pas là. Découvrez le livre Parlons de votre mental. Des interviews inspirantes pour se dépasser. Une véritable boîte à outils mentale issue de plus de 200 épisodes du podcast. Vous y retrouverez les stratégies, les témoignages et les moments forts de sportifs, médecins, pilotes ou coachs qui partagent leurs secrets pour renforcer leur mental. Un guide motivant et accessible pour vous aider à progresser, à mieux vous comprendre et à repousser vos limites. Disponible sur parlonsdevotremental.fr, Amazon, Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres. Parlons de votre mental, parce que tout commence dans la tête.